Niki de Saint-Phal a toutes les qualités d'une bonne fée, d'une magicienne, tout en gardant l'inquiétante détermination de la sorcière. C'est le ton unique, la gaieté acidulée, le sens du récit que l'auditeur découvre tout d'abord. Ensuite, une simplicité peut-être blessée, qui n'est pas sans cacher une appréhension. La lutte incessante avec une santé qu'elle sait fragile, chancelante. Elle a en effet à supporter cette maladie des bronches qu'elle doit aux vapeurs toxiques des résines qui donnent aux nanas, entre autres, ce mouvement de danse poétique. L'entretien commence du reste par une longue série de rires modulés qui sont des exercices pour retrouver une juste respiration. Alors, quand tu veux. Peut-être tu les arrêtes un peu et moi je ris tout seul. Non, mais c'était une question qu'on était dans une période très expérimentale au niveau des matériaux. Et c'était une période, et toujours dans les moments des périodes expérimentales, il y a toujours beaucoup d'inventions. Et l'invention se fait pas en pensant trop, l'invention se fait sur le vif, comme ça, avec les possibilités qui sont là devant soi. Alors c'est normal qu'on ne pensait pas trop à sécurité et tout ça. Je veux dire, ça allait de soi. Les années 60, enfin, qui constituent un peu la naissance du nouveau réalisme, a été le grand laboratoire, ou bien c'était quand même New York? Écoutez, c'est très difficile à dire parce que c'est deux choses qui sont très différentes, qui ont eu lieu en même temps. À New York, il y avait une grande énergie qui se dégageait, des grandes choses. Il y avait Jasper Johns, il y avait Robert Rauschenberg, il y avait John Cage, il y avait aussi les grands du mouvement abstrait-expressionniste, il y avait de Kooning, il y avait Franz Klein, il y avait Larry Rivers, il y avait beaucoup de... Et c'était vraiment une période très, très riche, très extraordinaire, très américaine. Et ici en Europe, au début des années 60, il y a eu un autre mouvement qui est sorti de Dada. Premièrement, il faut peut-être retourner un peu plus loin, je suis autodidacte. J'ai toujours peint, c'est-à-dire... Toute mon enfance, par tous mes livres, des cahiers étaient remplis de dessins un peu genre indien, remplis des pages avec des dessins très complexes, que je ne considérais même pas des dessins, mais qui me faisaient mon plaisir. Et je n'ai pas pensé à être artiste. Je voulais faire de la mise en scène. Et j'étais dans une école, ici je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. J'avais 20 ans quand je suis retournée en France. Et je voulais être metteur en scène. Je me disputais avec tous les gens de l'école parce que je n'avais pas les mêmes idées, etc., etc. Bon. Après ça, 22 ans, j'ai fait une dépression nerveuse très grande. Et là, on me fait beaucoup d'électrochocs. On me fait l'insuline. Et là, j'avais une mémoire exceptionnelle, mais ça m'a vraiment bousillé la mémoire. Je reconnaissais plus les gens dans la rue, etc. Mais je me suis guérie beaucoup plus vite que les gens pensaient. C'était parce que j'ai commencé à peindre tout, là. Tous mes problèmes, mes relations avec les gens, tout. Voilà. C'était tellement clair pour moi que c'était ça que je devais faire, et que je devais oublier la mise en scène et que je devais que faire ça. Bon, en attendant, me voilà à 30 ans avec les nouveaux réalistes. Cette violence qui était déjà en moi, qui surgit cette fois-ci dans les tableaux. On n'a aucune idée en voyant les tirs aujourd'hui, la beauté d'un tir, parce qu'on voit une ruine. Moi, il ne m'intéresse pas tellement. Il y a des gens qui disent « Ah, qu'est-ce que c'était beau !» Mais
il faut dire qu'il y avait une mise en mort. C'est comme on voit c'est comme quand on va voir une corrida et après on voit des photos. Bon, c'est pas la même chose que si on voit la... Alors c'était vraiment toute une longue préparation, même obsessionnelle de ma part. Je repeignais en blanc 4-5 fois, il fallait que ce soit parfait. Je n'étais pas obsédée par le côté... beaucoup de gens me disaient « Pourquoi tu n'as pas plein de fusils ?» tout ça. Non, j'avais mon 22 long rifle, je n'avais pas un fétichisme avec les fusils. C'était plutôt la préparation, c'était plutôt le rite, c'était plutôt le sacrifice. Et alors, au début, je n'ai pas assumé ma propre violence et je faisais les autres tirer. Moi, je regardais comme ça, absolument fascinée, passionnée, pendant qu'il mettait le tableau à mort. Alors, il faut imaginer que c'était tout. Alors, après ça, j'ai commencé à l'intérieur des tirs de réintroduire mon monde. Ce n'était pas seulement la phase expérimentale avec seulement des couleurs. Alors, j'ai remis des sujets qui m'ont toujours passionnée parce que j'ai toujours eu à la base de mon travail une narration. Alors, les narrations ont recommencé. C'était des autels qui n'étaient pas anti-Dieu, mais qui étaient anti-religion. Et il y a eu des monstres, il y a eu plein de choses. Alors, j'ai commencé à utiliser ces tirs pour... comme un système de coloration pour ces thèmes qui me tenaient vraiment à cœur. Aussi, elles sont devenues plus sophistiquées. J'ai trouvé des autres... si on lance un 22 long rifle dans un spray can, ça donne des choses fabuleuses, ça donne des jets extraordinaires, ça fait Jackson Pollock serait jaloux. Je veux dire, ça donne des trucs insensés. Dans une seconde, on voit les jeter des trucs fabuleux dans toutes les directions. Alors, je me suis expérimentée, ça m'a beaucoup passionnée, les possibilités de l'accident du point de vue plastique, qui s'est rajouté à ça. Alors, j'ai travaillé comme ça. Il y avait une grande rage. Et la rage s'est manifestée contre Dieu. Et surtout dans le grand piège, la justice. Puisque s'il y avait Dieu, pourquoi il supportait ce monde injuste? Donc, s'il le supportait, c'est qu'il était faible. Alors donc, s'il y avait le démon, il était plus fort. Mais pourquoi c'était supportable? Que c'était insupportable d'accepter que Dieu ne fasse rien pour ce monde injuste. Alors donc, très tôt, je suis devenue athée à cause de ça. J'ai refusé, à cause de cette question, qui me tourmentait d'ailleurs toute ma vie, la question de la justice. Et je me retrouve avec la même question dans tout un autre contexte aujourd'hui que je fais les tarots, et c'est très intéressant de la revoir sous des autres yeux après tellement de longues années. Alors donc, il y avait une rage. Cette rage était d'abord contre les hommes, contre la société, contre que j'étais une jolie fille, que mes parents voulaient m'élever pour le marché du mariage, que moi, je me cherchais mon identité, et que il y avait une énorme angoisse, rage et revendication à prendre. Et j'ai eu la chance d'avoir... Mon premier mari, ça a été une chose... Nous sommes beaucoup aimés. Nous sommes enfuis à 18 ans. Nous avions tous les deux 18 ans. Lui, il était un jeune poète américain. Et nous avons chacun... je pense, énormément contribué à l'autre pour se trouver sa voie. Nous vivions d'une manière qui ne se faisait pas tellement à ce moment-là. Harry m'aidait tout avec les enfants. On n'avait pas des rôles précis. On s'aidait, on était très conscients d'aider l'un des autres. Et surtout, tout était basé sur notre travail. Nous avons vécu un très bel amour idéaliste et avec les difficultés que comportent tous les couples et d'avoir des enfants, en plus un enfant malade et beaucoup de problèmes. Mais nous avons grandi ensemble.
sommes mariés à 18 ans, nous sommes séparés à 30 ans et nous sommes restés très très proches pour la vie. Je crois qu'on a chacun contribué beaucoup à l'autre pour la personne qu'il est aujourd'hui. Et que nous sommes, en tout cas, moi je suis très reconnaissant à cette relation qui m'a apporté beaucoup de choses. Le haut relief blanc qui est chez vous préfigure un peu... Les premières nanas ont lieu dans cet atelier ici que j'aime beaucoup, que je travaille dedans depuis. Beaucoup d'artistes, après, ils prennent des ateliers plus grands. Mais moi, j'ai toujours aimé cet atelier. J'ai vécu tellement de différentes périodes et d'aventures ici que j'aime bien garder cet endroit. Je n'ai pas envie de le faire plus grand ou rien. Je veux dire, je suis bien dedans. Alors, les nanas ont lieu ici. Alors, je n'ai pas manqué de place. Alors, quand je manque de place, j'utilise les deux. Ici, le salon, salle à manger, puis tout y va. Alors, les premiers, ma fille m'a aidé à les faire, parce je les ai fait avec de la laine et des bouts de laine colorés. Il y avait un grand problème de les sécher, parce qu'ils étaient faits donc avec ce grillage, mais pas avec du plâtre, avec de la colle de lapin que je chauffais. Et après, c'était humide cet été-là, alors je devais mettre l'aspirateur dedans pour les chauffer. Il y en avait partout qui séchaient, qui étaient accrochés au mur dans tous les sens. Et il fallait qu'ils soient bien secs, parce qu'après, quand je remettais la colle dessus avec la laine, ça les remouillait, c'était toute une histoire. Et d'ailleurs, il y a des très drôles de photos avec des grands aspirateurs qui sont en train de sécher ces nanas. Les premières étaient très douces, très gentilles, très drôles, avec tout en laine, avec beaucoup de charme. Et j'avais aucune idée qu'elles allaient faire telle fureur. Ça a été... Mais vous savez, avec un artiste, on ne sait jamais où on est en avance. Et là, je me suis trouvée dans le polyester avec des nouveaux moyens. Il fallait des nouveaux moyens parce que je voulais faire des choses qui soient dans les jardins. Et c'était aussi le début de la préparation que ce que je savais devait être le destin de ma vie, c'est de faire des choses pour l'extérieur. Alors, je savais que j'avais un long chemin à parcourir du point de vue technique pour être capable et du point de vue d'être prêt en tant qu'artiste pour pouvoir réaliser ce que je devais réaliser. Alors, ça a été le début aussi des commencements, des maquettes d'architecture, de la première nana maison, des tentatives en 71 de faire des maisons dont l'avare assez raté du point de vue technique. Après, il y a eu la demande d'Israël pour un jardin d'enfants. Il y a eu la Houn en 66, la grande nana énorme qu'on rentrait dedans. Tout ça, c'était au fond des chemins de préparation, et des longs chemins de préparation pour ce que je suis en train de réaliser maintenant. On va revenir à elle. J'aimerais bien que vous nous parliez de elle et du travail avec Jean Tinguely. Pontus Hultén, qui était à ce moment-là directeur du Moderna Museet de Stockholm, nous avait invités. Je vais vous dire, on s'est aimés, nous avons vécu un rapport tellement extraordinaire et unique, comme on peut parler des Curie ou quelque chose. On a vraiment vécu une extraordinaire aventure artistique, je crois, qui est unique. Et nous avons au début travaillé séparément. Un jour, par contre, Jean, elle était toujours là pour m'aider pour les tirs, ça l'amusait follement. Il m'avait fait un canon, il m'a souvent aidé. Mais le jour où nous avons vu une fois à New York, une exposition de moi était chez Yolas et une exposition de Jean arrivait. C'était justement ces mariés et ces machines. Nous avions été frappés combien c'était fantastique ensemble. Parce que chacun, quand on travaillait dans son coin de l'atelier, ils n'étaient pas mélangés comme ça. Quand on a vu, on s'est dit, tiens, on doit vraiment faire une exposition. C'était l'opposé. Et je crois que c'est ça qui est tellement fantastique, c'est vraiment l'opposé. Alors ça donne... ça a été l'opposé dans ces périodes blanches avec les sculptures noires. C'est l'opposé dans ma période de joie avec les autres choses de Jean. Alors il y a toujours eu que l'un contenait quelque chose et un message que l'autre... C'était comme une... ça se complète. Et il y a aussi, comme vous dites,
dans les deux un élément de jeu très très fort. Comment c'était la vie à l'époque des nouveaux réalistes? On était tous fauchés, on était tous très enthousiastes, pleins de travail, pleins d'idéalisme. Les galeries, ça se passait, ils étaient beaucoup moins commerciales qu'aujourd'hui. Quand je pense à Janine de Goldschmidt, elle faisait ça. Ils ne pensaient pas nécessairement. Il n'y avait pas un côté commerce tellement grand. On était tous ravis quand on vendait quelque chose. Il y avait plus d'idéalisme dans les galeries. C'était moins un marché comme ça. Il y avait des gens comme Jean Larcade qui s'est ruiné. On est dans les artistes parce qu'il aimait ça et qui croyait en ça. Je me rappelle Yves Klein, quand il a vendu son premier tableau, il s'est roulé par terre de rire. Il était tellement content que quelqu'un avait vraiment acheté un tableau. Alors, c'était très... Quand j'y vais avec Jean à l'Impasse Ronsard, on n'avait pas d'eau à l'Impasse. Mais on se portait très bien, on était très... C'était très différent. Il y avait beaucoup plus... Tout était plus facile. Il n'y avait pas tous ces contraintes de sécurité. C'était plus facile de trouver une galerie qui était prête à faire des folies. La folie était dans l'air aussi. Nous étions au début des années 60. Alors les gens étaient prêts. Il y avait comme cette expansion. Il existait une femme assez laide qui savait bouger incroyablement et qui avait une grande séduction et qui avait un œil extraordinaire. Elle était américaine, mais avec des origines Moyen-Orient, étranges. Elle parlait plusieurs langues. Elle était petite. Elle s'était fiancée avec la galerie, le propriétaire de la galerie Rive Droite. Et alors, subitement, et sa galerie avait fantastiquement marché pendant qu'elle était là, et elle avait un flair pour ce qui se passait dans l'art incroyable et un enthousiasme inouï et vraiment une énergie colossale. Après, elle se fiance avec le directeur. Elle dit qu'elle a tuberculose, elle fait partir tous les tableaux en Suisse à son nom. Et après, une fois qu'ils étaient là-bas, elle n'a plus voulu les rendre. Et elle a commencé une carrière vraiment très spéciale où elle s'est accaparée une énorme collection à travers les nouveaux réalistes, en étant les amants de pas mal de ces nouveaux réalistes. Elle s'est fait une collection colossale. Vous travaillez seul ici? Vous avez des assistants? J'ai des assistants collaborateurs que je travaille avec depuis des années, qui sont très importants pour moi et qui font vraiment partie de ma vie. Et j'en ai eu 2 spéciales dans ma vie qui ont été très importants. Un, c'est Rico Weber, un Suisse, et qui est maintenant artiste pour lui-même et qui a été pendant des années l'assistant aussi collaborateur de Jean Tinguely. On l'avait rencontré quand on a fait la Hun à Stockholm. Il travaille au restaurant, il est venu travailler pour nous et il va venir la semaine prochaine, passer quelques jours. Il vient de temps en temps encore me donner un coup de main quand j'ai envie. On est restés très très amis et vraiment on a vécu des aventures et des choses ensemble fabuleuses. C'est des rapports fantastiques qui sont encore plus proches. Non seulement nous sommes des grands amis, mais quand on a vécu, c'est comme des gens qui ont fait la guerre ensemble, qui ont vécu des choses extraordinaires. On a quand même de faire la Hun, de faire plein de choses exceptionnelles ensemble. Ça a été... Et il ne faut pas croire que d'être... J'aime bien lire, écouter la musique, mais je ne suis pas très... J'ai jamais été quelqu'un de très sociable dans le sens... J'aime bien parler avec 1 ou 2 amis, mais je ne suis pas... Toujours été assez mal à l'aise dans les fêtes, les vernissages. J'attrape presque toujours des crises d'asthme, je pars avant. J'ai jamais pu me faire
Au vernissage, encore aujourd'hui, je deviens très nerveux. J'ai des difficultés. Je ne me suis jamais accoutumée. Il y a des gens que ça se passe très très bien. Moi, ça a l'air de se passer très bien. C'est pas que ça se voit tellement, mais je deviens très souvent, ou je deviens malade, ou je commence à plus respirer, ou je reconnais plus les gens. Je dis bonjour, mais je ne sais plus à qui je dis. Je suis très angoissée par cet aspect-là de... Donc, je me suis fait une vie très spéciale où j'ai pas besoin de faire. J'ai très peu à faire. Je ne vois pas de collectionneurs. J'ai quelques galeries. Je préfère de loin leur donner des grands pourcentages et qui m'éloignent. Il y a des artistes qui voient les collectionneurs. Je ne vois pas les collectionneurs. J'en vois peut-être 2 par an. Je vois des gens qui me font des grandes commandes. Par exemple, j'ai une dame que j'aime beaucoup qui m'a fait une grande commande pour un hôpital d'enfants aux États-Unis. Alors, pour faire une grande fontaine, arbre-fontaine devant l'hôpital. Alors, des gens comme ça, je les vois. Mais que ce soit dans les tirs ou dans mon travail, et l'angoisse que j'en ai sortie est énorme. C'était quoi la menace de votre enfance? Je suis née d'une famille française, aristocratique. Mon grand-père avait un château dans la Nièvre. Il avait 7 enfants, il était polytechnicien, il avait un château et 7 fils. Il croyait que c'était la fin de l'aristocratie française. Il croyait beaucoup en l'Amérique et il les a éduqués lui-même, sans curé, rien. Alors ils avaient une drôle d'éducation parce que mon grand-père était très sévère comme ça. Alors c'était un peu spécial. À l'âge de 16 ans, il leur a donné l'équivalent de $100 pour aller aux États-Unis et faire leur chemin. Il était omnibulé parce que le frère de sa femme, tous ses fils avaient épousé des riches héritières. Il ne voulait pas du tout ça pour ses fils. Il voulait que ses fils travaillent. Et donc, mon père aussi a été garagiste à 13 ans. N'importe quoi était bon, on pouvait travailler de ses mains, mais il ne fallait surtout pas être là à rien faire. Et donc, ils les ont envoyés aux États-Unis. Ils ont tous fini par être banquiers. Ils ont très bien réussi. Et, sauf un qui est mort dans la première. Eux, ils aimaient bien tous mes collages. Jean a toujours été un fervent de mes anciennes peintures. Et sa femme, Eva Appli, a été très importante pour moi. Il m'encourageait. Jean a connu mes premiers dessins quand j'étais toute jeune, depuis que j'ai vu Gaudi pour les grands monuments. Et a toujours... m'a dit, mais tu peux les faire. Et rien, il faut juste attendre un peu. Et donc, j'avais quand même des gens autour de moi, que ce soit Harry Matthews, que ce soit John Ashbery, que ce soit mon amitié, parce que c'est seulement plus tard que Jean et moi nous sommes mis ensemble, après qu'on était séparés Et plus tard, à travers le travail, qu'on est tombés amoureux dans l'année 60 et qu'on a commencé à vivre ensemble. Mais on se connaissait déjà depuis longtemps. Mais donc, j'avais des gens autour de moi qui m'ont toujours secondé, malgré que beaucoup de peintres officiels de l'époque, de mes contemporains, étaient contre. On n'aimait pas ce que je faisais. On me disait, va à l'école, tu sais pas peindre, etc. Ça m'a aidé. On a toujours besoin d'avoir... On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de personnes, mais on a besoin d'avoir quelques personnes qui croient en J'ai lu récemment que la femme qui préparait votre soupe Un pas sans sein, la femme de Larry Rivers, oui, aurait été à l'origine des nanas. D'être provocateur, iconoclaste. J'avais déjà eu la mauvaise opinion de ma mère quand j'étais petite. Je suis née au moment en 30, pendant la... le crash, comment est-ce qu'on dit ça en français? Le même mot. Le crash, bon. Alors j'avais apporté tous les malheurs à la famille. Au fond, ça m'a beaucoup servi, la mauvaise opinion de ma mère, qui a changé, bien sûr, quand je suis devenue célèbre, longtemps après. Mais je crois que ça m'a beaucoup, beaucoup servi, parce que ça m'a aidé à ne pas être... Si on n'a pas la bonne opinion de sa mère, on n'a pas besoin d'avoir la bonne opinion des autres. On peut la supporter, puisque de toute façon, on a une mauvaise opinion de soi-même.
Alors donc, on peut supporter si les autres sont contre vous. Et même que ça vous donne une énergie. Et c'est plus facile de changer de style aussi, comme je l'ai souvent fait, parce qu'on s'en fout quelque part de ce que les autres pensent. On veut faire ce qu'on a envie de faire. Et puis s'ils ne vous suivent pas et s'ils ne vous aiment pas, tant pis. Mais si on a toujours eu la bonne opinion de tout le monde, c'est plus difficile de s'en défaire. Je crois que ma mère m'a énormément aidée. Avec sa résistance, qu'elle fermait les yeux quand elle venait me voir, mes tableaux, tout ça. Je crois qu'elle a été très importante et très utile. Dans un certain sens, sont aussi pour prouver qu'une femme peut travailler à cette dimension et que je n'ai pas envie de me joindre à un mouvement, quoi qu'il soit. Je peux avoir mes préférences, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour le mouvement féministe quand il a apporté beaucoup de choses. Après, comme tous les mouvements, les choses... Et puis le féminisme a existé depuis toujours, il n'est pas seulement né dans les années 60, il a existé depuis le temps éternel. Et il y a des moments où il est plus passif, il y a des moments où il revient, c'est comme une musique, un refrain. Maintenant, on a gagné certaines victoires, alors on n'en parle plus pour le moment, mais ça va revenir plus tard. Parce qu'il y aura d'autres victoires à gagner. Et alors, je vois ça comme une... Et j'ai pensé qu'à ma manière, j'étais profondément féministe, que je le serai toujours, que ça a été un grand moteur dans ma vie, une chose qui m'a poussée à... Et si on regarde de ma génération, j'ai peut-être réalisé les plus grandes, les réalisations les plus monumentales. Et aussi, il faut voir que l'époque a permis à une femme, pour la première fois, rappelez-vous qu'au XVIIIe siècle, les femmes avaient la défense de sculpter, parce que ça leur donnerait des mauvaises idées. Rappelez-vous que Camille Claudel a passé 30 ans, parce qu'elle avait enfermé, parce qu'elle avait plus de... La première que j'avais faite, c'était quand Clarisse Rivers était enceinte de sa deuxième fille. Et Clarisse, ma grande amie, que j'adorais, j'étais folle d'elle, m'a inspiré les nanas. Elle avait des très grands seins, une taille très fine, des hanches. Elle était un peu comme une nana, mais elle était glorieuse, elle était très amusante. Et j'ai commencé à faire comme ça son portrait, en grillage. Après, les premières ont été recouvertes de laine, de tissu... Mais chaque fois que je faisais une des choses, j'ai toujours été fascinée par la technique. La technique, alors chaque nouvelle chose presque amène une nouvelle technique. Là, c'était très compliqué parce qu'il fallait les faire sécher. Et je les collais, je mettais du grillage. Il n'y avait pas d'armature dedans. Et donc, je les faisais, elles n'étaient pas très grandes. Je faisais avec du grillage, que je collais ces bouts de grillage l'un à côté de l'autre. Après dessus, pour que ça tienne, déjà ça tenait, il fallait bien que ça tienne. Il fallait parce que je tordais les petits fils de fer les uns sur les autres. Et puis je les attachais avec des bouts de fil de glace. Une pièce dans la carte de l'impératrice, parce que je fais les cartes du tarot, là-bas les limbes majeures, les arcanes majeures du tarot. Et cet endroit est aussi ma maison. Il y a une loggia dans laquelle je dors, mais je n'ai aucun espace privé. Les ouvriers qui sont... Je ne peux pas les appeler les ouvriers, mais mes assistants, mes amis, je veux dire, les gens avec lesquels je travaille là-bas, sur place... C'est leur endroit aussi. Ils viennent quand ils veulent, quand ils ont quelque chose. On prend le café là-bas. Donc, je n'ai aucun endroit. Mais j'ai trouvé, il y a toujours des moyens. Je me lève très tôt le matin. Puisqu'ils arrivent à 8 heures, je me lève à 6 heures. Comme ça, j'ai 2 heures pour moi. Mais c'est pas très facile de vivre un peu en communauté. Surtout vous inventez si au fur et à mesure. Vous avez fait un plan général de... Non, je me suis permis le luxe, puisque je n'ai pas trouvé de sponsor, et que j'ai dû trouver le fric moi-même, et que je l'ai financé moi-même, avec l'aide de quelques personnes qui m'aimaient.
Mais il n'y a pas eu de collectionneurs, il n'y a pas eu de galeries qui m'ont... Et j'en suis très fière et très contente aujourd'hui. Parce que je me disais des fois, je disais, elles ne vont pas rentrer à faire un boulot banal, maintenant qu'ils savent faire toutes ces choses formidables. Alors ceux qui veulent me suivre, je les laisserai me suivre. J'aimerais faire mon prochain projet en France, on va voir si ça s'arrange comme ça. On verra où le destin m'emmène. Mais je suis parfaitement... Si ça ne s'arrange pas là-bas, et je me trouve en Australie ou en Amérique, ça sera bien aussi. Comment travaillez-vous ensemble avec vos assistants? Il y a la répartition des rôles, enfin... Écoutez, comme chef de chantier, j'ai fait toutes les erreurs possibles. J'ai fait tous. Mais après, on apprend. Je crois que la flamme, la passion, c'est surtout ça qui fait que les gens... Et puis, maintenant, c'est plus facile parce que on voit. C'est devenu très beau, le projet. Et j'étais très... de vivre en Italie, d'aimer l'Italie, c'est s'ouvrir à toute une nouvelle culture, c'est s'ouvrir à des nouveaux matériaux. Alors, le jardin des tarots... je dois dire qu'il est beaucoup plus beau parce que je l'ai fait en Italie, parce qu'il est fait avec du verre, du Murano, il est fait avec des miroirs, il est fait avec beaucoup de céramique que nous avons cuit sur place. Donc, fou. D'ailleurs, il a dit maintenant, il a marre, il ne veut plus être faire l'esclave. Mais il a soudé, mais vraiment comme un fou pour moi. Il a été... Je veux dire, c'est lui qui a fait toute la soudure, non seulement du golem, mais de toutes les premières parties du tarot. Après, moi, je voyais que vraiment, il souffrait. C'est-à-dire, non seulement du vent, il ne supportait pas la chaleur, le vent, de brûler, tout ça. Je lui ai dit, en plus, il ne faut pas passer tout son temps à faire ça pour moi. Alors, je lui ai dit qu'il fallait qu'on trouve quelqu'un. Alors, il était d'accord que je trouverais quelqu'un, parce que Jean a ce génie de l'œil médiéval qui peut prendre une maquette de moi. On peut regarder la maquette du golem en Jérusalem, que Jean l'a pris dans sa... Bon, pas dans sa main, parce que c'est trop grand pour me prendre dans sa main, mais elle était là. Il disait à Rico Weber, qui assumait toute la soudure là-bas à Jérusalem, soude là, il montait au ciel. Et puis ça ressemble comme à la maquette. Alors sinon, il faut aller par des ingénieurs et tout ça. Alors on a trouvé quelqu'un qui avait cette... J'ai trouvé quelqu'un qui a soudé les autres choses. Mais en même temps, Jean, je ne l'ai pas vu sur le chantier pendant longtemps, parce que je crois que ça lui donnait tellement plaisir de m'assister, de m'aider et de participer de cette manière créative à l'œuvre. Au Château Chinon, la Nièvre, le ministère de la Culture... tout le monde, non, c'était pas là. C'était s'il y a eu un problème, ça a été les intempéries épouvantables. Il a gelé, il a fait un froid épouvantable. C'était juste le jour avant que le président vienne l'inaugurer qu'on a seulement pu mettre l'eau à cause du risque du gel. Et non, les difficultés ne sont pas venues de ce genre de choses. Les difficultés sont venues de faire quelque chose de nouveau, de différent, d'un nouveau jeu entre nous. C'est ça où c'était pas facile. Et comment est-elle par rapport à la place Stravinsky? Premièrement, c'est un bassin, c'est comme un peu une piscine, un peu plus, c'est enfoncé, c'est plus petit, c'est un tiers de la taille. Il n'y a plus ce jeu entre Jean et moi. Ce jeu qu'il y a à la fontaine Stravinsky. Il y a une réponse... il y a des questions, il y a tout un dialogue. Ici, c'est l'intégration des deux choses. C'est très différent. Mes choses sont transparentes, légères, c'est-à-dire elles sont plus opaques, on voit à travers. Les choses de Jean n'a presque pas de roue dedans, premièrement, pour la première fois. Mais le tout, ça donne l'impression, presque, c'est très dense.